Le lendemain, nous sommes tous impeccablement habillés pour la cérémonie en fanfare de la relève d'un bataillon américain. Je suis frappé de voir que parmi les Américains se trouvent des Noirs. Je pensais que les Noirs vivaient exclusivement en Afrique et j'ai de la peine pour eux. Si les colons américains leur font subir le même sort que le nôtre en Algérie, il y a gros à parier que leur vie ne doit pas être plaisante. En m'interrogeant sur le fait de savoir à quoi ressemble le statut de l'indigénat en Amérique, je ressens une sympathie grandissante vis-à-vis de ces gens qui partagent les mêmes conditions que les Arabes. Je ne peux à cette occasion satisfaire ma curiosité tant leur langue étrange est différente de la nôtre. Après les cérémonies, notre convoi se met en route pour le front. Ayant atteint un minuscule village dans les montagnes, nous récupérons notre armement et nos affaires et marchons jusqu'à la ligne de front. Notre section patiente jusqu'à la nuit tombée dans les abris. Puis, sitôt le soleil couché, chaque groupe creuse des tranchées et des abris pour les officiers. Pour notre première nuit à la belle étoile italienne, nous avons à combattre un ennemi redoutable et pernicieux, le froid. Le front est calme, mais la neige et le froid sont d'une rare âpreté. Nous sommes en pleine montagne et j'ai presque oublié que nous sommes en hiver. Les hommes nous rapportent que quelques soldats ont eu les pieds gelés durant ces nuits glaciales. Nos instructions sont de bien nous couvrir et surtout de veiller par temps de pluie ou de neige à ne pas nous laisser inonder dans notre tranchée. Cette nuit-là, je repense à la Kabylie et je m'endors en me disant que, fort heureusement pour moi, j'ai été à la bonne école. Notre caporal-chef, un pied noir de Boufarik, nous réveille à 6 heures du matin. Il fait nuit noire et nous n'avons pas encore ouvert les yeux lorsqu'il nous crie « Dans un quart d'heure exactement, je veux voir tout le monde prêt à l'attaque ». Le temps d'étendre rapidement nos couvertures humides et de boire notre café en vitesse, notre groupe est aligné au garde-à-vous. Puis tout le monde attend que l'officier de la section vienne nous donner des instructions. Quand il arrive enfin, c'est pour s'écrier « Quels sont les imbéciles qui ont étendu leur couverture ici ?» « C'est nous, mon lieutenant, » répond immédiatement notre caporal-chef. « Vous voulez déjà mourir ce matin ?»« Non, mon lieutenant. »« Eh bien, qu'attendez-vous pour donner l'ordre de les faire enlever et de les étendre de l'autre côté de la vallée ?»« Bien, mon lieutenant, » dit le caporal-chef. Puis se tournant vers nous, il hurle « Vous avez entendu l'ordre du lieutenant ? Alors au galop !» Et chacun s'exécute. Je ne comprends pas pourquoi le lieutenant nous casse les pieds de bon matin avec cette histoire de couverture. Il nous oblige à parcourir 1 kilomètre au moins, uniquement pour nous faire étendre nos couvertures. Enfin, c'est un officier, et si notre caporal ne l'a pas ramené, ce n'est pas à nous de le faire. Et puis, c'est ça l'armée, être au garde à vous et aux ordres de ses supérieurs. Barassini, notre caporal-chef, nous accompagne en pestant. Il est furieux à cause de cet incident qu'il a fait remarquer dès le premier jour. Je compatis avec lui d'autant plus que, tout comme nous, c'est son baptême de feu. Dans le civil, le caporal-chef Barassini est contremaître dans une immense ferme de Boufarik, située non loin d'Alger. Je crois que dès notre première rencontre, nous savions, dans le groupe, que nous nous entendrions à merveille avec ce pied noir. Il parle l'arabe mieux que nous, et si ce n'est son nom, il est impossible de distinguer des autres membres du groupe. D'ailleurs, il lui arrive souvent de se faire interpeller Mohamed par des officiers peu aimables.
Nous avons beaucoup d'estime pour ce type qui sait si bien être attentif à ses hommes. Mais pas plus que nous, il ne sait pourquoi le lieutenant a donné l'ordre d'étendre les couvertures aussi loin. En revenant, mon équipier kabyle me chuchote à l'oreille. « Tu crois que l'officier n'aime pas les melons ? Qui sait, c'est peut-être un colon au mal du pays. Il pense que nous allons les lui voler. Tu penses que les Allemands sont racistes comme lui ? Pourquoi cette question ? Pour savoir si je dois mettre du cœur à l'ouvrage. N'y pense plus. Je ne crois pas que les Allemands nous laissent le temps de discuter avec eux. » En revenant de notre corvée matinale, le lieutenant reprend son exposé. Il n'est pas dans les habitudes d'un officier de venir en personne donner les ordres. Dès demain, vous n'aurez affaire qu'à votre responsable de groupe. C'est lui qui vous donnera toutes les instructions nécessaires. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Vous venez d'arriver sur le front et je me devais de vous souhaiter la bienvenue et de vous rappeler le but de notre mission en Italie. Vous êtes les soldats de la liberté, les soldats de la France. C'est sur vous que repose le privilège de défendre l'honneur de notre pays. L'Italie est la première étape du long chemin qui nous conduira à libérer notre patrie de la barbarie. Dans les pires moments de la guerre, vous devrez avoir à l'esprit que l'honneur de la France repose sur vos épaules et que nous laisserons personne le privilège d'usurper notre droit de défendre les couleurs de la nation. Vous êtes les soldats de la France. Vous devrez être l'honneur de la France. Que Dieu vous garde et vous protège. Cela dit, il laisse la parole à un sergent qui est plus bref. Chaque groupe ira en reconnaissance. Je rappelle que le but de la reconnaissance n'est pas de livrer le combat avec l'ennemi, il est de reconnaître le terrain et les positions allemandes. Chaque groupe recevra les instructions de son responsable. La reconnaissance débutera au lever du jour. D'ici là, restez à couvert et tenez-vous sur vos gardes. Nous allons ensuite nous mettre à l'abri sur le flanc de la colline en attendant patiemment les premières lueurs du soleil. 2 heures plus tard, j'apprends à quoi sert l'artillerie. Dans le sifflement sourd des obus, l'artillerie allemande se met en branle et arrose copieusement le périmètre délimité par la couverture, ou les couvertures. Les couvertures étendues forment, il est vrai, un magnifique repère pour les guetteurs allemands situés sur les hauteurs enneigées des montagnes. Quant aux canons adverses, qui sont positionnés hors de nos regards, à plusieurs kilomètres de là peut-être, leurs tirs sont ajustés par les soldats allemands qui nous font face. Il est heureux que nous n'ayons pas été à proximité, car il ne reste pas grand-chose des couvertures. Les obus creusent d'énormes cratères sur le sol en détruisant tout ce qu'il y a autour du point d'impact. À la vue des dégâts que provoque l'artillerie, le Kabyle rectifie son jugement en me disant que le lieutenant n'est pas un raciste. La compagnie se disperse et chaque groupe se met en marche. Le nôtre prend sur la droite et nous arpentons les crêtes avoisinantes. Toute la matinée est consacrée à dévaler et à monter des collines dévastées par les obus. Notre circuit est en fait de suivre les délimitations des positions allemandes nichées dans des endroits invraisemblables au sommet des montagnes. Elles paraissent imprenables. De temps à autre, nous entendons au loin le bruit des canons et des mortiers. Lorsque notre groupe s'arrête enfin pour bivouaquer, je ne sens plus mes bras, tant mon fusil mitrailleur est lourd. Il me faut une bonne demi-heure pour en retrouver l'usage normal. Après nous être restaurés avec le contenu de ces boîtes bizarres
que chacun d'entre nous transporte avec lui. La mission reprend. En essuyant notre premier tir de mortier, notre unité rebrousse chemin et regagne la base arrière. De loin, nous avons aperçu sur les hauteurs des positions allemandes qui semblent solidement défendues. Pour ce premier contact, nous n'avons pas ressenti la panique qui aurait dû, paraît-il, s'emparer de nous. Ce moment d'inquiétude se dissipe très vite. Il en ira certainement tout autrement le jour où l'on nous demandera d'aller déloger les Allemands. À notre retour au campement, le caporal-chef Barrassini fait son rapport au lieutenant. Ce dernier convoque le soir à 8 heures tous les chefs de groupe pour les entretenir du programme du lendemain. Quand Barrassini revient, ce n'est pas sans une pointe d'émotion qu'il nous fait part des réjouissances qui nous attendent. Demain, c'est le grand jour. Préparez soigneusement vos armes. On les inaugurera à l'aube. Cette nuit-là, le sommeil semble fâché avec nous. Jusqu'à une heure tardive, l'inquiétude ne peut être combattue. Les soldats allemands sont notre idée fixe. Ces gens qui tiennent tête à toutes les grandes puissances réunies nous impressionnent. S'ils occupent la France et l'Italie, ils ne doivent pas être comme tout le monde. Et cette conclusion n'inaugure rien de bon pour nous. Une demi-heure après notre réveil, à 6h15 exactement, notre artillerie se déchaîne sur les positions allemandes afin de préparer l'attaque. À 6h30, la compagnie au grand complet part au-devant des positions allemandes, tandis que derrière nous, l'artillerie poursuit inlassablement sa pression dans un fracas assourdissant. Nous avançons dans la pénombre, ne voyant pas à 20 mètres devant nous, tant le brouillard est dense. Dire que nous marchons serait un bien grand mot. Au fur et à mesure que nous progressons vers les lignes ennemies, la boue fait place à de la neige compacte et épuisante. Une heure après le lever du jour, qui nous permet d'observer la proximité des casemates allemandes, l'heure de vérité vient de sonner. Car si nous sommes en situation de voir les Allemands, il en va de même pour eux, et ils ne tardent pas à nous le prouver en arrosant généreusement notre position au mortier et à la mitrailleuse. Notre section arrête net sa progression. Nous sommes complètement à découvert et cependant encore trop loin pour commencer le tir. Le reste de la compagnie s'est déployé en éventail autour de la colline et a elle aussi un moment d'arrêt. Sur les hauteurs, les 3 casemates allemandes sont positionnées de telle sorte que chacune d'entre elles, tout en se défendant, couvre la voisine. Chacune d'elles dispose d'un grand angle de tir. Elle peut soutenir à la fois le siège et défendre les angles morts de l'une ou l'autre casemate. Une organisation bien pensée. Entre notre compagnie et les positions adverses, les Allemands ont déroulé 2 rangées de barbelés et ont certainement posé des mines. Je suis collé derrière un abri naturel en attendant les ordres. Mon cœur bat à une vitesse folle. La tête me tourne, mes jambes tremblent toutes seules, et je fais de gros efforts pour reprendre mon calme. À côté de moi, mon équipier kabyle me murmure quelques mots que je ne peux comprendre. Dans un éclair de lucidité, je réalise que je perds la tête. Nous attendons un court instant, durant lequel je suis persuadé que c'est la réplique exacte du prélude à l'Apocalypse. La vision de la casemate et des barbelés fait chanceler ma raison. Je suis terrorisé. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.